je vous rappelle le problème, je rappelle la situation suivante. Vous avez un train de longueur 100 mètres dont on cherche à savoir s'il peut être contenu ou pas dans un tunnel qui ne fait que 90 mètres. Alors, vu dans le référentiel du tunnel, on se dit, bon, en fait, il n'y a pas de problème, parce que dans notre référentiel, le train avançant à la vitesse c sur 2, bien, contraction des longueurs, dans notre référentiel, il apparaît comme raccourci du facteur gamma, et tenant compte de ce raccourcissement, le train rentre bien dans le tunnel. Donc, si la porte de sortie est encore fermée, le train rentre complètement dans le tunnel. On peut très bien imaginer qu'on ferme à ce moment-là la porte d'entrée. S'il y a un problème dans ce cas-là sur le fonctionnement de la porte de sortie, eh bien, le train va s'écraser contre la porte de sortie, va s'arrêter brutalement. Et il était déjà dans le tunnel, les deux portes sont fermées, donc ça y est, il est entièrement contenu dans le tunnel, il va se mettre à l'arrêt dans le tunnel. Alors jusque-là tout va bien, sauf que si maintenant on se place dans le référentiel du train lui-même, on a vu dans ce cas-là, dans le référentiel du train lui-même, c'est le tunnel qui est raccourci. Autrement dit, le train il dépasse largement, au moins d'un côté, du tunnel. Donc s'il y a un problème sur la porte de sortie, mettons que le train s'arrête en bloc brutalement, vous avez une partie du train à l'arrêt qui est en dehors du tunnel. Si on essaye de fermer la porte d'entrée, la porte d'entrée, elle doit couper en deux le train. Donc, problème, il semble, si on dit juste ça, qu'il y a deux réalités différentes. Il y a un référentiel dans lequel la réalité, c'est deux portes fermées et un train au milieu. Et dans l'autre référentiel, il y a une autre réalité physique, c'est il y a un train qui s'est arrêté brutalement, donc l'avant du train est sur la porte de sortie, mais ça dépasse. Et si on essayait de fermer la porte d'entrée, on serait obligé de couper le train en deux. C'est deux choses qui sont contradictoires. Le train se retrouve à l'arrêt, il n'y a qu'une réalité physique. Donc, voilà, la question 7, c'était ça. Où est le problème de raisonnement, où est l'erreur de raisonnement que l'on fait? Alors, je vais me placer d'emblée dans le référentiel où c'est le plus problématique. Le référentiel qui est lié au train. Et on va déterminer la longueur du train quand il est à l'arrêt. Alors, c'est dans le référentiel R'. Dans R', lié au train. Alors, attention, j'insiste tout de suite sur une petite subtilité. Au départ, dans l'état initial, avant que le train n'arrive en butée contre la porte de sortie, ce référentiel, c'est le référentiel qui se déplace à la même vitesse que le train. Dans ce référentiel R', initialement, le train est immobile. On peut dire au début référentiel galiléen associé à ce train qui se déplace à la vitesse constante c sur 2. Attention, R et R', les deux référentiels que j'ai introduits dans cet exercice et que j'ai introduits à chaque fois dans le cours, je les ai appelés des fois S et S', ce sont toujours deux référentiels galiléens. Pour que je puisse appliquer les transformations Lorentz, il faut que je fasse un passage entre deux référentiels galiléens. C'est-à-dire que la vitesse relative de ces deux référentiels ne doit pas changer tout au cours de l'expérience. Bon, là, l'expérience, c'est il y a un train qui se crache, qui se ratatine contre la porte de sortie. Bon, eh bien, ce n'est pas parce que le train s'est arrêté que ce référentiel R', que je dis lié au train, c'est lié initialement au train. Et ça, c'est important. Ce référentiel R', c'est le référentiel qui avance tout le temps. Même après l'accident, il avance tout le temps à la vitesse c sur 2 par rapport au tunnel. Sinon, ce ne serait plus un référentiel galiléen. Donc, avant, c'est clair, c'est le référentiel qui est physiquement lié au train, c'est-à-dire que le train est fixe dans ce référentiel R', mais après l'accident, le référentiel R', il continue à avancer à la même vitesse. Sinon, ce ne serait plus un référentiel galiléen. Donc, initialement, remarque importante, ce référentiel R' continue à avancer à la vitesse c sur 2, à la vitesse, VE, ici c'était c sur 2, bien sûr, peu importe la valeur numérique exacte, à la vitesse c sur 2 par rapport au tunnel. Donc, continue à avancer, même après l'accident, même en abrégé après l'accident.
Alors, maintenant, donc, je fais une représentation graphique de ce qui se passe dans ce référentiel-là. Je l'avais appelé référentiel lié au train, mais attention, donc j'insiste là-dessus, c'est juste une façon un peu abrégée, un peu courte, de parler du référentiel qui avance tout le temps à la même vitesse, c sur 2. Bon, donc dans R', représentation graphique, donc dans ce référentiel R', je recommence par ce que j'ai fait la dernière fois. J'avais un axe du temps, Ct', un axe de l'espace, X'. Bon, initialement, puisqu'il s'agit de référentiel initialement lié au train, cette ligne-là, verticale, passant par 0, représentait l'arrière du train. Alors, pour ne pas mélanger toutes les lettres, j'avais appelé Q comme queue du train. À droite, initialement, la tête du train était aussi fixe dans ce référentiel, hein, juste avant le choc. Donc, je représente par un trait assez fin, parce que justement, je vais faire une petite modification après. Voilà, ça c'était... J'essaie de faire un truc qui a à peu près l'air droit. Voilà. Bon. Donc, si vous le faites comme moi, faites un trait pas trop épais, parce que je vais faire une petite modification après. Donc, ça, c'est toujours dans le référentiel initial du train, dans le référentiel R', la position de la tête du train. Bah, ça ne bougeait pas, hein. Au départ, le référentiel R', il est lié au train. Alors, donc, imaginez, voilà, le train, c'est ça. Imaginez que le bureau, ce soit le tunnel. Alors, ce qu'il faut se représenter, c'est cette règle qui est le train, c'est le référentiel dit fixe. Et le bureau, c'est le tunnel, c'est ce qui est mobile. Donc, qu'est-ce qu'on voit arriver quand on est dans le train? Ben, quel que soit l'endroit où on est, on voit d'abord arriver la porte d'entrée, puis après, on voit arriver la porte de sortie. Si la vitesse, entre guillemets, du train, c'est c sur 2, ben évidemment, le tunnel, on le voit arriver à la vitesse c sur 2, mais dans le sens inverse. Donc, je représente maintenant ce qu'on appelle les lignes d'univers de l'entrée et de la sortie du train. Par définition, on a dit, on a toujours le droit de démarrer le chronomètre quand on veut, on a dit, à l'instant initial, c'est là qu'on a le croisement entre l'arrière du train et l'entrée du tunnel. De plus, cette entrée du tunnel, par rapport à nous, elle arrive à la vitesse c sur 2, elle part vers l'arrière. Alors, je vous rappelle, dans un diagramme comme ça, si on avançait à la vitesse de la lumière, ben ça correspondrait à une droite de pente 1 ou moins 1. Ici, ça ne va pas aussi vite que ça. On n'avance que à la vitesse c sur 2. Donc, il faut faire une droite de pente supérieure. Alors voilà, ça ressemble en gros à quelque chose comme ça. Théoriquement, c'est une droite de pente moins 2. D'ailleurs, si vous avez des petits carreaux, vous pouvez faire un truc vraiment exactement une pente moins 2 pour cette entrée du tunnel. Attention, là, le train, il n'est pas encore arrêté. Hein. Là, le train, il est en train de... Pardon, le train, il est arrêté, qu'est-ce que ça veut dire? Attention, comme en mécanique classique, il n'y a pas de mouvement en soi. Et le mouvement, c'est toujours par rapport à autre chose. Quand vous dites le train, il est arrêté, là, je parle de avant l'accident, avant le choc. Hein. Et on va tout faire sur le même diagramme. Mais là, je suis en train de refaire ce que j'ai fait la dernière fois, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore de choc. Le train, il bouge. Bien sûr, quand on dit ça, il bouge par rapport à quoi? Par rapport au tunnel. Mais ceci dit, moi, ce que je suis en train de faire, c'est une représentation dans le référentiel initial du train, dans le référentiel qui avance à la vitesse c sur 2 par rapport au tunnel. Bon, dans ce référentiel, je vois arriver la porte d'entrée à une vitesse c sur 2, vers l'arrière. Ça part vers l'arrière. Et c sur 2, donc pente moins 2. Alors bien sûr, la porte de sortie, elle avance aussi à la vitesse c sur 2. Or, à l'instant t égale à 0, c'est simple de placer la position de la porte de sortie. Pourquoi? Parce que le tunnel, il a une longueur propre qui valait 90 mètres, je crois. C'est ça? 90 mètres. Ça, c'est sa longueur propre. Donc, déjà, il est plus petit que la longueur propre du train. Et en plus, ce tunnel, il avance à la vitesse c sur 2 par rapport au train, par rapport à R'. Donc, ce tunnel, il apparaît encore plus petit, contraction des longueurs, il apparaît encore plus petit dans le référentiel R'. Alors, je ne sais plus si on avait calculé la valeur numérique, mais enfin bref, c'est 90 sur gamma. Avec gamma donné par 1 sur racine de 1 moins bêta carré. Bêta c'est 1. Bêta c'est 1,5. On l'avait calculé la valeur? C'était combien pour fixer les idées? 76 mètres. Ou 77 mètres. Voilà. Ça c'est ce 77 mètres. Donc bon, allez, je le mets là. Si vous voulez l'expression littérale, c'est petit L sur gamma. On ne va pas en avoir besoin. Hein. C'est juste pour vous rappeler que la longueur propre du train, c'est 100 mètres. C'est bien ce qui apparaît ici parce que l'axe X' initialement, il est lié au train. Hein, donc cette longueur-là,
c'est bien une longueur propre. 100 mètres, c'est bien la longueur propre du train. Voilà la longueur du tunnel dans le référentiel R' lié initialement au train. Bon, et je dis bien sûr, la porte de sortie par rapport au train, elle avance toujours à la même vitesse que la porte d'entrée, hein, parce que le tunnel, il n'est pas déformé. Alors, je prends encore une autre couleur. Si vous avez plein de couleurs, ben, allez-y. Hein. Donc, je passe par ce point-là et je fais une droite qui est la même pente, si possible. Si vous avez des petits carreaux, donc c'est une pente moins 2. Voilà, puis il faut laisser un petit peu de place en dessous pour voir ce croisement-là. Voilà, donc là j'ai mis la latte ici, on ne voit plus rien, donc je le refais. Ça, c'était la tête du train, et ça c'est la sortie du tunnel. Alors, maintenant, dans ce diagramme-là, qu'est-ce qui repère dans ce diagramme, dans ce que je viens de faire, qu'est-ce qui repère l'instant où il y a l'accident, le choc? C'est repérable par quoi dans ce diagramme? Ça correspond à quel point dans ce diagramme? Voilà, c'est l'intersection qui est ici entre la ligne T et la ligne S. À cet instant-là, il y a un problème. Alors le problème c'est quoi? C'est que la porte de sortie ne fonctionne pas, donc le train va, à partir de cet instant-là, va coïncider avec la porte de sortie. Alors, attention à ce que j'ai dit, c'est là que ça intervient. Attention à ce que j'ai dit au début. Voilà, ça c'est le train. Il arrive sur la porte de sortie. Tac, il s'arrête ici. Alors, on fait bien un dessin là dans le référentiel initial du train. Le référentiel galiléen qui coïncide initialement avec celui du train. Ce référentiel, il continue à avancer après le choc. Le train, lui, s'est arrêté, mais le référentiel initial qui avance à C sur 2 par rapport au tunnel, il continue à avancer à C sur 2 par rapport au tunnel qui est la table. Autrement dit, la porte de sortie et l'avant du train, dans ce référentiel-là qui continue à avancer à C sur 2, la porte de sortie et l'avant du train partent à partir de là à la vitesse C sur 2 vers l'arrière. Les deux partent à la vitesse C sur 2 vers l'arrière. Autrement dit, voilà la vraie ligne d'univers de la tête du train. Jusque-là, tout va bien, ça se passe comme on l'a dit avant, mais à partir de là, dans le référentiel qui continue à avancer à la vitesse C sur 2 par rapport au tunnel, l'ensemble des deux, avant du train et porte de sortie, partent vers l'arrière à la vitesse C sur 2. Autrement dit, on peut voir autrement, la porte de sortie entraîne avec elle vers l'arrière la tête du train, puisqu'on imagine que ce qui gagne, c'est la porte de sortie. C'est vraiment une porte bien costaud. Hop, ça part en arrière. Voilà, ce que je viens de faire en vert, donc là, c'est compte tenu du choc, voilà la ligne d'univers de la tête du train. Donc ça, c'est ce point-là caractérise le choc, c'est l'événement choc à l'avant du train. Voilà. Oui. Je ne comprends pas pourquoi vous avez fait dans ce sens. Enfin, je veux dire que le début, c'est l'intersection. Enfin, Ça, c'est avant, regardez l'instant. Ça, c'est l'axe T', hein, c'est l'axe du temps. Donc là-bas, c'est avant. Le temps s'écoule dans ce sens-là. Bon, donc cet instant-là, puisque j'en aurai besoin pour faire un mini-calcul, cet instant-là, je le repère, je le reporte ici. Puisque c'est un choc, je vais l'appeler TC, instant du choc. Voilà. Ou précisément, c'est l'axe CT, donc c'est CTC, et c'est dans le référentiel R', donc c'est CT'-C. Oui. Est-ce que vous pouvez juste dire c'est quoi la droite, enfin, la ligne d'univers de T avant le choc, c'est une droite qui monte. Alors pourquoi elle va de. Parce que avant le choc, je vous rappelle qu'on est dans R'. Qu'est-ce que c'est que R'? C'est le référentiel qui initialement se balade à la vitesse C sur 2 par rapport au tunnel. C'est exactement la vitesse du train. Voilà. Vous avez la ligne d'univers. Qu'est-ce que c'est que T? C'est l'avant du train, c'est la tête du train. Ce train avance à la vitesse C sur 2 par rapport au tunnel. Okay. Donc, dans le référentiel qui avance à la vitesse C sur 2 par rapport au tunnel, cette tête de train est immobile. Le référentiel R', c'est le référentiel qui avance à la vitesse initiale du train, qui est C sur 2. Le train avance à C sur 2, le référentiel R' avance à C sur 2, donc l'avant du train est au départ, avant le choc, fixe dans ce référentiel.
Mais enfin, si tu veux, c'est pourquoi la queue va jusque. Enfin, elle va que dans le temps avant 0. Et pourquoi T. Alors attendez, ça, je vais dire ce qui arrive à la queue après. On va le préciser après. Hein, donc pour l'instant, imaginons que ça continue. On va parler de ça. Mais voilà, pour la tête, je sais que le choc, il a lieu à cet instant-là. Oui. Les deux événements qui nous gênent, c'est le fait qu'il y a un choc à l'avant et qu'à l'arrière. Alors, j'arrive là-dessus. Là, vous parlez déjà de l'arrière. Effectivement, c'est la question. C'est que se passe-t-il à l'arrière à cet instant-là? Okay. Mais je voulais juste déjà vérifier que vous avez tous compris ce que j'ai tracé jusque-là, savoir ce qui se passe au niveau de la tête du train. Est-ce que c'est bon pour la pente de C droite, tout ça? C'est bon? Oui? La pente de 1, c'est toujours le cas, c'est différent. Alors, si je représente CT ou CT' en fonction de X ou X', si vous avez un signal lumineux, sa pente, dans un diagramme comme ça, c'est toujours plus ou moins 1. Pourquoi? Parce que pour un signal lumineux, c'est CT égale X. La distance parcourue, c'est la vitesse de la lumière, C fois le temps. Bon, ça c'est la vitesse maximum. La vitesse maximum, c'est la pente minimum. C'est moins 1. Bon, bah là c'est C sur 2, donc la pente c'est moins 1 ou moins 2. Pardon, moins 2 ou plus 2. C'est bon? Alors à partir de là, je voulais voir déjà si quelqu'un avait eu l'idée. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous arrivez à imaginer ce qu'il se passe à cet instant-là au niveau de l'arrière du train? Oui, Mathieu? Il change de longueur par rapport dans le référentiel, parce qu'il change de vitesse par rapport au référentiel. Alors, vous parlez de quel point? Parce que, attention, là, il y a un choc à l'avant du train. Donc, on parle de l'arrière, et vous dites à cet instant-là, l'arrière du train change de vitesse, c'est ça? Ou le train en entier, ou quoi? Il y aurait, si le train il est complètement indéformable, Ouais. Oui. il va y avoir une discontinuité sur le cul. Oui. Alors, quel genre de discontinuité? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si on admet que le train est parfaitement rigide, qu'est-ce que je dois faire à partir de là? Ah oui, à partir de là, ce n'est pas qu'il doit rapetisser, c'est que si le train est parfaitement rigide, quand ça tape à l'avant, eh bien à l'arrière, ça s'arrête immédiatement. On ne va pas faire un modèle compliqué en essayant de faire de la résistance des matériaux, etc. Hein? A priori, on dit vraiment le cas le plus simple, c'est un corps parfaitement rigide. Mais je vais revenir tout de suite sur cette hypothèse. Imaginez que le corps soit infiniment rigide. On va voir que ça n'existe pas en relativité. Imaginons que ce soit possible. Dans ce cas, à l'arrière, ça s'arrête immédiatement. Donc sur ce graphique, il faudrait voir quoi? Voilà, une droite ici. À partir de là, donc si vous voulez, il faut que je descende un petit peu, je n'ai pas trop de place. Ne le faites pas, parce que c'est faux. À partir de là, si le corps était parfaitement rigide, il faudrait que je trace une droite comme pour le cas de l'avant. À partir de là, ça doit partir avec la même pente. L'arrière s'est arrêté instantanément. Et ce que je vous dis, c'est que ce n'est pas possible. Alors, du point de vue de la relativité, pas de la résistance des matériaux, quel est le problème fondamental? Pourquoi il est impossible, quelle que soit la constitution matérielle du train, pourquoi il est impossible que l'arrière s'arrête au même instant? Sinon, qu'est-ce qui n'est pas corrélé? L'arrêt de l'avant et l'arrêt de l'arrière ne sont pas corrélés. Bah, au contraire, corrélé, ça veut dire qu'il y a un lien entre une corrélation, c'est un lien. Donc, si l'arrière s'arrête en même temps que l'avant, c'est parfaitement corrélé. Et ce que je veux vous amener à comprendre, c'est que ce n'est pas possible. Alors Simon, parce que c'était dans l'ordre. L'événement, l'arrière s'arrête et l'événement ne peut pas appartenir au futur de l'événement, l'avant s'arrête. Enfin, il se passe au même instant et il n'est pas au même endroit. Alors très bien, alors là il est en train de penser au diagramme d'espace-temps que j'ai fait avant. Mais pour essayer de le dire simplement, c'est vrai que c'est ça. Hein. Là il est en train de penser au diagramme d'espace-temps, cône du futur. Allez, je le refais rapidement. Je n'avais pas prévu de le faire comme ça, mais pourquoi pas. Voilà, ça c'est CT, et ça c'était la distance par rapport à un événement origine. Bon. Eh bien ce que je vous ai montré, c'est que tous les événements qui sont causés par l'événement que je vais appeler E1, qui est là au centre, tous ces événements sont dans ce cône-là. Qu'est-ce que ça voudrait dire si on avait un arrêt ici?
Ça voudrait dire que pour une distance finie non nulle, on aurait un événement, mettons là, qui serait causé par E1. Ce n'est pas possible. Donc pour le dire plus simplement, pour que l'arrière puisse se dire, pour qu'on puisse se dire à l'arrière, que ce soit un tas de ferraille ou vous, passagers malheureux à l'arrière du train, pour que vous puissiez vous dire « Ah, mais on vient de subir un choc là, on vient de rencontrer un truc ». Il faut qu'il y ait un signal, il faut qu'il y ait une information ou un objet, peu importe, qui se propage, qui se déplace de l'avant, là où il y a eu le choc, jusqu'à chez vous. Or, j'ai montré qu'il n'est pas possible qu'une telle information se déplace à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière. Sinon, en changeant de référentiel, on obtiendrait les conséquences avant les causes. Donc il y a un problème de logique grave. Aucune information, aucune particule ne peut se déplacer à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière. Autrement dit, quelle que soit la constitution matérielle du train, il est impossible de savoir au même instant, à l'arrière, que l'avant vient de rencontrer un obstacle. Donc, quelle que soit la constitution matérielle du train, qu'est-ce qui va se passer pour le train? L'arrière du train va continuer et le train va s'écraser. Il va s'écraser d'une longueur qui en réalité est tellement faible que, alors si on faisait vraiment un train comme ça, en passant, parce que ce n'est pas du tout la question, je veux juste évacuer cette question-là, qu'est-ce qui se passerait à votre avis en ordre de grandeur si vous avez un train du genre un TGV qui arrive sur une porte et que l'avant s'arrête brutalement, sachant que le TGV avance à la vitesse de la lumière sur 2. Pardon? Qu'est-ce qui reste du train à peu près? Il reste rien, il reste de la vapeur, il reste du gaz. Vous ne voyez plus rien, il est pulvérisé. Alors en astrophysique, il y a des trucs rigolos comme ça, ça arrive. Vous avez des étoiles qui tombent sur des trous noirs ou même sur des naines blanches, c'est encore même plus violent que ça. C'est pour ça ça permet de les détecter à très grande distance. Par exemple, on a détecté, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu, il n'y a pas longtemps, on a détecté des ondes gravitationnelles pour la première fois. Ben ça correspond à des événements très violents dans l'univers, du genre une étoile qui tombe sur un trou noir. Donc, ça existe en astrophysique, ça existe ce genre d'événement. Bon, heureusement que ça n'existe pas au niveau des trains, mais toujours est-il que là, je ne m'intéresse pas à ça. À ce que devient physiquement, en tenant compte de l'équation d'état du train, etc. Je ne m'intéresse pas à ce qu'il devient le train, ou encore moins les passagers. Alors, ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est la relation de causalité. Il est impossible d'avoir une information sur cet écrasement du train à l'avant quand on est à l'arrière. C'est impossible de l'avoir au même instant. Donc, au mieux, ce signal, le signal « Ah, tiens, on est en train de s'écraser à l'avant », vous pouvez l'envoyer. Soit vous l'envoyez, vous avez un message qui part à la vitesse de la lumière sur un portable, soit tout simplement c'est les atomes qui de proche en proche, les atomes qui constituent le train à l'avant du train, et de proche en proche ils vont dire à leurs voisins mais il y a quelque chose qui pousse là. Donc ils vont pousser les voisins au fur et à mesure et puis ça va se propager en fait à la vitesse du son dans le train, ce qui est beaucoup plus petit d'ailleurs que la vitesse de la lumière, mais peu importe, imaginons que ce signal se propage à la vitesse maximum possible, c'est la vitesse de la lumière. Et on va calculer la longueur maximale du train juste après l'écrasement, tenant compte de cette vitesse finie de propagation de l'information à partir de cet événement-là. Alors je vais représenter ça, ce signal qui va à la vitesse de la lumière, mettons que ce soit un signal de type lumineux, le signal qui va dire à l'arrière que l'avant est en train de s'écraser, il ne peut pas se propager à une vitesse supérieure à C. Je représente ça graphiquement là, sur ce dessin, j'essaie de trouver une couleur que je n'ai pas trop utilisée, je n'ai pas le choix, alors je vais faire du blanc. C'est un signal qui a une pente moins 1, donc j'essaie de le faire à peu près droit. Ça va ressembler à ça. Voilà. Donc ça, c'est le signal transportant l'information du choc. Choc à l'avant ou arrêt à l'avant. Il y a quelque chose qui dit aux atomes ou aux gens qui sont à l'arrière du train, tiens, l'avant s'est arrêté. Eh bien, on ne peut pas le savoir immédiatement. Il faut qu'il y ait un signal qui soit parti à la vitesse de la lumière au maximum. Donc ça, c'est une pente en blanc, c'est la pente moins 1. Voilà. Alors qu'en vert et en bleu, c'était la pente moins 2.
pour l'application numérique. Oui. Monsieur, vous avez pas dit que vous pouvez pas avoir, enfin, que l'information ne peut pas se propager à la vitesse de la lumière? Elle ne peut pas se propager à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière. Égal, oui, ben, si c'est un signal lumineux. Après, il faudrait qu'il y ait un système mécanique qui permette de réagir. Il y a quelqu'un qui vous envoie un SMS, ça va à la vitesse de la lumière. Bon, en fait, ça fait un petit détour, mais imaginons qu'il y ait des ondes radio qui se propagent à la vitesse de la lumière depuis l'avant du choc. Il y a quelqu'un qui écrit tout de suite son SMS. Hop, et là, on est en train de s'écraser. À l'arrière, ils le sauront au plus tôt, ils le sauront à cet instant-là. D'accord ? Donc, c'est ce que je note ici. Voilà. À cet instant-là, je vais l'appeler CT'(C). Comment je vais appeler cet instant-là? CT seconde C. Instant où le choc est reçu par l'arrière. Au plus tôt, hein, au plus tôt. On ne peut pas faire mieux que ça. On ne peut pas avoir l'info plus tôt que ça. Donc, imaginez que le train soit infiniment rigide au sens de la mécanique classique. Ce n'est en fait qu'à cet instant-là qu'on a le signal. Quelle que soit la constitution matérielle, c'est ça qui est remarquable, quelle que soit la constitution matérielle du train. On ne peut pas avoir le signal, on ne peut pas savoir que l'avant est en train de s'écraser avant cet instant-là. Bon, la réalité, elle est bien pire que ça. C'est-à-dire que, comme je vous disais, précisément, vous avez des ondes de choc qui vont partir de l'avant du train. Ces ondes de choc, elles ont des vitesses qui sont bien plus faibles encore que ça. Donc le train, il n'en resterait vraiment pas grand-chose, même si c'était quelque chose de déformable, qui resterait solide. Le train, il serait encore beaucoup plus écrasé que ce qu'on va calculer maintenant. Alors, sur un diagramme comme ça, vous voyez, pour l'instant, tout ce qu'on a fait, c'est sans calcul, mais c'est là que c'est le plus difficile en général, en relativité. C'est de bien présenter le problème graphiquement, de bien poser les équations, et après les calculs, vous allez voir, c'est vraiment tout simple. Sur un diagramme comme ça, où est-ce qu'on peut lire géométriquement la longueur du train juste après le choc, quand il est complètement arrêté? Quand je dis juste après le choc, c'est-à-dire lorsque le train est complètement arrêté. Quand le choc a été reçu partout, on suppose que le signal de choc a été envoyé à la vitesse maximum, c'est-à-dire à la vitesse de la lumière. Donc sur le diagramme comme ça, où est représenté, ou comment est-ce qu'on peut représenter la longueur du train à l'arrêt, juste après l'arrêt complet du train? Ce point-là, ça caractérise le moment où, à l'arrière du train, on sait aussi qu'il faut s'arrêter. Imaginons qu'à ce moment-là, on s'arrête instantanément, corps infiniment rigide. Voilà, ça c'est... Bon, bien sûr, c'est toujours l'abscisse 0, puisque par définition, jusque-là, le référentiel R' avançait comme l'arrière du train. Mais à cet instant-là, où est l'avant du train? Alors, voilà, il faut tracer l'horizontale qui passe par ce point-là. Alors, j'espère trouver encore une autre couleur, ce serait chouette. Bon, je n'ai pas d'autres couleurs malheureusement. Alors voilà, je vais redessiner en bleu. C'est cette longueur-là qui va représenter la longueur du train, la longueur maximum en fait du train juste après l'arrêt complet. Puisque à cet instant-là, voilà la position de l'avant du train. Donc cette ligne bleue, ça c'était l'instant. Voilà. Cette ligne bleue, bon, il y a beaucoup de flèches, il faut faire un gros dessin. C'est la longueur du train après le choc. Donc après, je vais mettre un A comme après. Longueur du train après le choc. Attention, une petite subtilité, tout ce que j'ai fait comme dessin, je l'ai fait dans le référentiel R' qui continue, lui, à avancer à la vitesse C/2 par rapport au tunnel. Donc, par souci de cohérence, je mets un prime sur cette longueur. Donc, LA', ça veut dire longueur du train après le choc, c'est-à-dire quand il vient de s'arrêter complètement, du début à la fin, et mesuré dans le référentiel R' qui, lui, continue, comme j'ai insisté dessus au début, à avancer à la vitesse C/2 par rapport au tunnel. Donc,
après le choc, et d'ailleurs au cours du choc, on ne peut plus dire que le référentiel R' coïncide avec le train. D'accord ? Pendant l'écrasement du train, d'ailleurs, on n'a plus affaire à un solide. Hein, donc on ne peut pas dire que le référentiel R' est lié à un solide. Et après l'arrêt complet, ben, je répète, R' continue à avancer à C sur 2, pour lui, aucun problème. Hein, un référentiel, ça continue, quel que soit ce qui arrive dans la réalité physique. Le référentiel R', lui, continue sa petite vie. Il avance à C sur 2 par rapport au tunnel. Hein. Voilà. Alors maintenant, on peut écrire des équations, et vous allez voir que c'est le plus simple à faire. Quelle est la longueur de ce segment bleu? Alors, je vous laisse y réfléchir 30 secondes, ne cherchez pas un truc compliqué. On va utiliser en tout et pour tout deux équations qui correspondent à vitesse égale distance sur temps. Équation de troisième. Il n'y a même pas Thalès, hein. Cherchez pas. Thalès, c'est peut-être fin de quatrième. Vitesse égale distance sur temps, ça doit être quatrième, début de quatrième. Voilà, on ne va pas dépasser le niveau début de quatrième pour les équations. Allez-y. Donc, remarque correcte, Annabelle. À partir de cet instant-là, qu'est-ce que je viens de dire? Alors, à partir de cet instant-là, qu'est-ce que je viens de dire? Dans le référentiel R', eh bien, l'arrière du train reçoit le choc. Donc, il ne bouge plus par rapport au tunnel. Moi, je me place dans le référentiel R', qui continue, lui, à avancer. Donc, à partir de cet instant-là, ben, l'arrière du train, il part aussi, comme l'avant du train, il part aussi à la vitesse C sur 2 vers l'arrière. D'accord ? Donc, pour compléter le schéma, même si on ne va pas l'utiliser, ça, ben, je trace aussi la suite de la ligne d'univers de l'arrière du train. Voilà, ça va donner ça. Voilà. À partir de cet instant-là, l'arrière du train n'est plus fixe dans le référentiel R' qui se balade, lui, toujours à la vitesse C sur 2 par rapport au tunnel. L'arrière du train part aussi, comme l'avant du train, à la vitesse C sur 2 vers l'arrière. Puisque tout ce que je dessine, c'est dans R', référentiel qui, lui, continue à avancer, quoi qu'il arrive, à C sur 2 par rapport au tunnel. Donc la question que je posais à l'instant, c'est comment exprimer la longueur de cette ligne bleue qui représente la longueur maximum du train après l'arrêt complet. Donc là, j'ai appelé ça, cet instant-là, c'est CT secondes. Je répète, cet instant-là, c'est CT'. Alors, pour faire le début, quelle est la distance parcourue par le signal lumineux, ou le signal qui va aussi vite que la vitesse de la lumière, qui est envoyé à partir de cet instant-là? À partir de l'événement choc à l'avant, il y a un signal qui va à la vitesse de la lumière qui est émis vers l'arrière. Quelle est la distance que parcourt ce signal entre cet événement-là et cet événement-là? Je vais donner des noms aux événements. Mettons que ça va être l'événement grand C comme choc. Voilà. Ça, c'est l'événement grand C. Et ça, c'est l'événement grand C'. Voilà. Donc, entre les événements C et C', donc, je mets signal lumineux, entre guillemets. En fait, c'est une version abrégée d'une phrase qui serait plus longue, qui serait le signal qui propage l'information sur le choc et qui se balade à la vitesse maximum possible, c'est-à-dire la vitesse de la lumière. Bon. Le signal lumineux qui transporte l'information sur le choc, il parcourt quelle distance? Il a parcouru quelle distance? Ça se lit immédiatement, ce n'est pas une équation, hein. Ça se lit grand L. Il a parcouru la distance entre ce point et ce point, donc dans le référentiel R', c'est-à-dire grand L. Il a parcouru grand L. Or, je répète, formule de quatrième, début de quatrième, distance égale quoi en fonction de la vitesse et du temps? Et vous l'écrivez. Quelle est la vitesse à laquelle est envoyé ce signal? Qu'est-ce qu'on a dit? C, c'est la vitesse de la lumière. En fonction de t secondes, C et t''C. La longueur grande
grantelle dont vous parlez, c'est celle-là. Non, la longueur du train, à l'arrêt, c'est ça. Non, mais là, vous demandez, vous dites, elle a pas Ah, appelé la longueur grand L, c'est la distance entre ça et ça. Là, il y a grand L. Cet événement, il a lieu ici, Ouais, il a lieu en entre elle et exprimé là. là. Voilà. D'accord. Je ne peux pas dire que c'est directement les 100 mètres. C'est 100 mètres, c'est ça. D'accord. Mais ne faites pas d'application numérique dès le début, hein. Essayez de l'écrire de manière littérale. Bon, donc j'ai quasiment donné la réponse, hein. Donc vitesse de transport de ce signal, c'est la vitesse de la lumière. Quel est le temps qui sépare ces deux événements? Ben, c'est ce que j'ai noté, t seconde c moins t prime c. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Alors maintenant, on voudrait avoir la coordonnée de ce point-là. Parce qu'évidemment, si on a la coordonnée, ça correspond directement à la longueur du train dans ce référentiel, juste à l'arrêt. Ce point-là, je vais l'appeler, bon, je n'ai pas introduit, P. X' P égale. Quelle est l'abscisse de ce point-là quand le train vient de s'arrêter? Non, mais enfin, c'est juste une question pour elle. Elle, je croyais que c'était la distance C' mais je comprends pas pourquoi c'est. Attention, hein, l'axe des distances, c'est les axes horizontaux. C'est à un instant donné. À un instant donné dans le référentiel R', si je cherche la distance entre deux points, eh bien, c'est à un instant donné, ça veut dire quoi? C'est sur une horizontale donnée, je cherche où se trouve l'arrière du train et l'avant du train. Donc ici, je répète, à l'instant où le choc arrive à l'arrière du train, voilà où est l'arrière du train, voilà où est l'avant du train. Bon, bah, la longueur, c'est assez raisonnable de dire que c'est la distance entre l'avant et l'arrière, à cet instant-là. Donc sur cette droite horizontale. D'accord? Alors, les t secondes, moi, t prime c, ça peut pas. Je sais pas, je vois pas trop le rapport entre elle et les t secondes en t. Ça, c'est autre chose qui n'a rien à voir avec le train. Au moment où l'avant du train rencontre la porte de sortie, on suppose qu'un signal extrêmement rapide, et le plus rapide qu'on puisse faire, c'est la vitesse de la lumière. Donc par exemple, un signal lumineux vient avertir l'arrière que ça serait bien de s'arrêter. D'accord? Donc, je représente en blanc la position du signal lumineux qui a été émis à partir de cet événement-là. Choc à l'avant. D'accord? Et donc, quand est-ce que je le reçois? Je le reçois à cet instant-là à l'arrière. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'arrière se rend compte qu'il faudrait s'arrêter. D'accord? On suppose qu'il s'arrête tout de suite, dès qu'il reçoit le signal. À cet instant-là, plus personne ne bouge. L'avant a été arrêté et tous les points du train intermédiaires entre l'avant et l'arrière viennent de s'arrêter. Donc maintenant, plus personne ne bouge. Quand plus personne ne bouge, quelle est la longueur du train? Voilà ma question. C'est cette longueur bleue. Oui, mais elle, c'est la longueur du train à la base. Grand L, c'est la longueur propre du train avant qu'il ne s'écrase. Donc c'est la distance que le signal a parcouru, la portion parcourue. Exactement. C'est pour ça que j'écris distance parcourue égale vitesse de ce signal multiplié par le temps de parcours. Bon alors, X', P, vous avez réfléchi, qui est-ce qui me dit quelle est l'expression? On part d'ici, et on arrive là. Quelle est la vitesse dans le référentiel R'? Quelle est la vitesse commune d'ailleurs de la porte de sortie et de l'avant du train dans ce référentiel R'? C'est C sur 2. Donc il suffit d'écrire que voilà, ces deux points sont reliés par une droite de pente moins 2, ou précisément correspondant à un mouvement à la vitesse C sur 2. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on écrit? X', P, ce n'est plus grand L, c'est moins que grand L. De combien on s'est déplacé? Bref, tenez, pour bien détailler les étapes, je vais rajouter. Ce qui est dommage, c'est que je n'ai pas beaucoup de couleurs ici. Voilà. Quelle est l'expression de la longueur qui est en pointillé? Ce sera une question intermédiaire. Voilà. Cette longueur qui est. Non, attendez, c'est plus simple. Hein. Ouais, L moins X', P, d'accord, mais on ne connaît X', P. Quelle est la longueur de cette ligne en pointillé, sachant que ça correspond au mouvement dans le référentiel R' d'un objet qui se déplace à la vitesse C sur 2 vers l'arrière pendant la durée t seconde C moins t', C. Oui, c'est quoi, non?
Je répète, cette distance, c'est la distance parcourue par la porte de sortie, ou autrement dit par l'avant du train, dans un référentiel où ces deux objets, ces deux points, ont une vitesse c sur 2 vers l'arrière. Et ce mouvement a lieu pendant le temps, pendant la durée, t seconde c moins t prime c. Donc quelle est cette distance? Vitesse. La distance, c'est quoi? C'est la vitesse multipliée par le temps. Quelle est la vitesse? Je viens de le dire. C sur 2 ou moins c sur 2. On va le faire en valeur absolue. La vitesse, c'est ça. Quelle est la durée? Voilà, t seconde moins t prime. D'accord? Vous voyez, je ne cherchais pas les trucs compliqués. C'est 2 fois la formule de quatrième. Bon, maintenant, j'ai la longueur de la ligne en pointillé. Je veux l'abscisse x', c. Qu'est-ce qu'il suffit de dire? Voilà. Donc, x', c, c'est la longueur initiale du train, qui était 100 mètres, moins ça, moins la ligne orange, pointillée. Donc, je recopie. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? X', p, merci. Je suis juste en train d'écrire. La dernière équation, c'est quoi sur le schéma? Regardez. La longueur bleue, c'est la longueur grand L moins la longueur en pointillé orange. Je suis juste en train d'écrire ça. OK? Bon, et qu'est-ce que c'est que t seconde moins t prime? Ben, je l'ai écrit au-dessus. Hein. C'est écrit au-dessus, c'est juste grand L sur C. D'accord? Donc finalement, qu'est-ce que ça fait? Ça fait L moins C sur 2 fois grand L sur C. Bon, alors ça se simplifie immédiatement, mais moi je voudrais un résultat qui soit bien général. Donc au lieu d'écrire C sur 2, j'écris la vitesse, ou précisément je le caractérise par un certain bêta. Alors ici, je vous ai dit bêta c'est 1,5, et bêta par définition c'est V sur C. Hein. Voilà, donc au lieu de dire c'est 1,5, bah, je dis que c'est bêta. Hein. Donc ça fait x' p est égal à L moins bêta L, c'est-à-dire grand L facteur de 1 moins bêta. Je répète, grand L, c'est la longueur propre du train au repos avant le choc. Bêta, c'est la vitesse initiale du train avant le choc. C'est aussi la vitesse du référentiel R' qui continue, elle, à être toujours VE C sur 2 par rapport au tunnel. Et bien voilà, x' p, c'est donc la nouvelle longueur du train au moment où l'arrière s'aperçoit que, si possible, il faudrait s'arrêter. Donc imaginez que l'arrière reçoive l'information et tout de suite parvienne à s'arrêter par un mécanisme physique que je n'ai pas besoin de décrire. Je dis en réalité, les signaux ils se propagent à une vitesse bien inférieure à c, les signaux mécaniques, donc le train il a encore le temps de s'écraser plus que ça. Mais imaginez qu'il arrive, dès qu'il reçoit le SMS, l'arrière du train arrive à s'arrêter instantanément, hein, du point de vue de la mécanique. Donc ça, c'est donc la nouvelle longueur du train après le choc, mais exprimée toujours dans le référentiel R' qui continue à avancer quoi qu'il arrive à la vitesse c sur 2 par rapport au tunnel. Bon, à partir de ça, qu'est-ce qu'il suffit de faire pour obtenir la longueur de ce train après le choc dans le référentiel du tunnel? Je vous rappelle que c'est ça qu'on voulait faire. Donc, je l'écris, et puis vous réfléchissez. La longueur du train après le choc. Dans le référentiel R du tunnel vaut, bien sûr, au maximum, puisque, encore une fois, on a supposé un truc assez irréaliste, c'est que le signal se propage de l'avant à l'arrière à la vitesse c. Donc c'est une longueur maximum. Cette longueur maximum, bien sûr, je vais l'appeler longueur après le choc tout court, sans le prime. Qu'est-ce que c'est par rapport à L'A?
Exactement, c'est gamma fois, ça c'était bien L', hein, je l'ai fait un peu loin le prime, peut-être que vous ne voyez pas, c'est gamma fois L'. Alors pourquoi, hein, si vous n'êtes pas convaincu, parce que tout à l'heure j'ai entendu les deux versions, j'ai entendu gamma fois L', puis il y en a d'autres qui étaient sûrs que c'était L' sur gamma. Alors comment justifier précisément ça? Dans quel sens on le place, le gamma? C'est toujours la question. Ben, il faut se demander où est la longueur propre, où est la longueur impropre. Alors attention, dans l'état initial, le train était fixe dans le référentiel R'. Donc quand on faisait une mesure de la longueur du train dans le référentiel R', cette mesure, c'était une mesure de longueur propre ou impropre? C'était une mesure de longueur propre, parce que le train était immobile dans ce référentiel R'. Dans l'état final, le train, il n'est pas immobile dans le référentiel R'. Je le redis encore une fois, parce que c'est vrai que c'est un truc, il faut absolument l'intégrer. Le référentiel R', il continue, même après le choc, il continue à avancer la vitesse c/2. Donc le train, il est en mouvement par rapport à lui, après le choc. Il est à l'arrêt par rapport au tunnel, mais il est en mouvement par rapport à R'. Autrement dit, cette longueur L', ce n'est pas une longueur propre. La longueur propre, on l'obtient par une mesure dans un référentiel pour lequel le train est immobile. Quand on dit que le train est à l'arrêt, ça veut dire par rapport au tunnel, c'est ça qui est sous-entendu. Donc ça, c'est une longueur propre. Ça, c'est une longueur impropre. Hein, et je vous rappelle donc le résultat du cours. La mesure de longueur la plus importante, vous l'obtenez toujours dans le référentiel propre. Dans tous les autres référentiels, vous obtenez une mesure plus faible. Gamma est toujours supérieur à 1. Bon, résultat final, LA, c'est gamma fois ce qu'on a obtenu avant. Donc c'est gamma fois 1 moins bêta, facteur de L. L étant la longueur propre initiale du train. J'avais dit que c'était 100 mètres, maintenant on peut y aller pour l'application numérique. Hein. Regardez, j'essaye d'avoir du calcul littéral jusqu'au bout, parce que je peux vérifier les dimensions, etc. Si vous faites, et surtout en relativité, si vous faites tout de suite du calcul numérique, vous risquez de ne pas pouvoir vérifier l'homogénéité de vos formules, par exemple. 1 moins bêta, bon, bêta, ça vaut 1,5 ici, et gamma, on l'a calculé, mais bon, je ne sais plus combien ça vaut, en tout cas, ça vaut, en principe, 1 sur racine de 1 moins 1,5 au carré. Donc 1 sur racine de 3/4, c'est-à-dire 2 sur racine de 3. Voilà. Est-ce que l'un de vous peut faire l'application numérique? On doit trouver, bien sûr, une longueur plus petite que la longueur du tunnel, sinon il y aura un problème de cohérence avec la première partie. 58 mètres, en gros. Voilà, c'est bien plus petit que la longueur du tunnel. Donc la réponse, hein, pour faire bref, réponse à la question 7, quand on dit que le train est parfaitement rigide, eh ben, on commet déjà une erreur. Rigide, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une notion de mécanique classique. Un objet ne peut pas être parfaitement rigide, parce que parfaitement rigide, c'est une notion qui repose sur une mesure de longueur, et vous avez compris qu'en relativité, les mesures de longueur dépendent elles-mêmes des mesures de temps, et ces mesures de temps, vous avez vu toute la subtilité qu'il y a sur les mesures de temps, ça dépend du référentiel. L'intervalle de temps dépend du référentiel, donc les longueurs dépendent du référentiel, donc la notion de corps parfaitement rigide n'existe pas. Voilà. On ne peut pas avoir, quel que soit le matériau utilisé, l'arrière ne peut pas s'arrêter en même temps que l'avant. C'est ça l'erreur de raisonnement qu'on fait quand on ne voit pas pourquoi dans le référentiel du train, le train rentre bien dans le tunnel. Donc la réponse, effectivement, si on faisait l'expérience, eh bien, le train se retrouverait dans le tunnel, on pourrait fermer la porte d'entrée. Bon, vous voyez, du point de vue des calculs, hein, regardez le tableau, c'est pas monstrueux hein, comme calcul. Par contre, en raisonnement, oui, là il y a du raisonnement. C'est toujours comme ça en relativité. Hein. C'est rare que la partie calculatoire soit plus costaud que la partie raisonnement. Après, si un jour vous faites de la relativité générale, hein, ce qui est encore plus passionnant, là par contre, il y a un gros morceau de mathématiques, ce qui fait que Einstein, entre 1905 et 1915, il a pris d'abord des cours de maths. Hein. Bon, s'il y en a qui veulent, qui s'intéressent à ce truc et qui veulent vérifier leur parfaite compréhension de ce qu'on vient de dire, il y a un petit exercice que je suggère, et s'il y en a qui le font, je suis tout à fait disposé à leur répondre. Imaginez la même situation, ce qu'on vient de faire, mais vu dans le référentiel
je le mets en remarque hein, très rapidement, vu dans le référentiel du train, pardon, là on vient de le faire, référentiel du train, vu dans le référentiel du tunnel, qu'est-ce que ça donne? C'est-à-dire vous faites le graphique, vous repartez, je ne vais pas le faire maintenant, hein, vous repartez du graphique CT fonction de x et vous allez retrouver la longueur qu'on a obtenue, longueur du train à l'arrêt, juste après l'arrêt complet. Donc, bon, je vous rappelle, dans ce référentiel, vous aviez la porte d'entrée, hein, on avait un truc comme ça, la porte de sortie, un truc comme ça, et puis vous aviez l'arrière du train, voilà, sa ligne d'univers, ça c'est l'arrière du train, ce que j'ai appelé Q, l'avant du train, ça ressemblait à ça, tête du train. Ici, il y avait un choc, d'accord? Alors, je ne fais aucun calcul, je vous montre juste de quoi il faut partir. Si là, il y a un choc, il faut que le signal du choc se propage jusqu'à l'arrière du train pour que celui-ci puisse penser à s'arrêter. Alors, comment je représente ça? Ben, je trace une ligne à 45 degrés qui arrive jusqu'à l'arrière du train. Voilà, c'est à cet instant-là que l'arrière du train sait qu'il faut s'arrêter. Eh bien, quelle est la longueur qu'il faut calculer? C'est cette longueur-là. Voilà la longueur du train après le choc, c'est-à-dire juste à l'arrêt complet, dans le référentiel R du tunnel. Eh bien, vous pouvez vérifier, ça vous entraîne, et si vous arrivez, vous saurez que vous aurez bien compris, vous pouvez vérifier que ce qu'on obtient là comme longueur, c'est bien ce qu'on a obtenu tout à l'heure. C'est-à-dire que les visions dans les deux référentiels doivent forcément donner le même résultat. Monsieur, la longueur au final qu'on obtient dans le 58 mètres, c'est la longueur d'une nouvelle longueur qui devait être intacte, ou alors c'est parce que le train c'est... Ah non, il n'est plus intact. Il n'est plus intact du tout. Hein. Il ne vaut mieux pas être dedans d'ailleurs. Il est effectivement, cette fois, les atomes se sont tous rapprochés. Hein. Tout est écrasé dedans, et vous-même dedans. Bon, et après, qu'est-ce qui arrive après? Est-ce que ça rebondit, tout ça? J'en ai rien à cirer. Moi, ce que je veux savoir, c'est si j'ai pu fermer la porte d'entrée. Est-ce que le train a pu rentrer, s'écraser contre la porte de sortie? Est-ce que j'ai eu le temps de fermer la porte d'entrée? Imaginez que ce soit une fermeture instantanée. Eh bien, je dis oui, il va y avoir un moment où le train ne fait plus que 58 mètres. Là, je ferme la porte d'entrée. Alors, ce qui arrive après, peu importe. À ces vitesses-là, si vous faites un peu de physique du solide, vous allez voir que tout est vaporisé. Et bon, après, on pourrait imaginer un rebond, tout ça, n'empêche que le train, il est dedans. Hein. Voilà. Allez, on passe à donc quelque chose de plus anodin du point de vue du raisonnement, c'est l'exercice vitesse relativiste, page 4. Bon, alors, c'est assez vite fait, hein, je vous donne le début. Exprimer dx et dt, bah, vous prenez dans votre cours, si vous ne l'avez pas en tête, vous écrivez x égale en fonction de x' et t'. Vous complétez. Ensuite, dt. D'abord, vous écrivez t égale en fonction de t' et x'. Une fois que vous avez ces relations-là, vous les différenciez. Alors, c'est tout simple. Si vous avez cette relation-là, par exemple, vous écrivez donc dx, c'est la même chose fois dx', la même chose fois dt'. Je mets les plus et vous complétez ce qu'il faut. Voilà, pareil ici, vous avez des plus. Une fois que vous avez cette relation-là, vous dites donc dt égale quelque chose fois dt' plus autre chose fois dx'. Et dernière étape, vous divisez dx par dt. Qu'est-ce que vous obtenez? Et vous essayez d'aboutir à l'équation qui est demandée. Oui, oui, oui. Là je ne l'ai pas mis, mais on peut simplifier après coup comme on veut. Hein. Là, c'est ct, ct'. Et là, on peut mettre le c comme ça. Hein. Voilà. Là, c'est pareil pour ça. Voilà. Ce qui apparaît directement dans les formules, c'est ça. Et on peut toujours simplifier par c si on en a envie. Bon, alors, je suis le début parce que ça ne présente pas de difficulté. Il y en a plusieurs qui l'ont fait. Donc, x égale, bon, vous recopiez juste hein, ce que vous avez dans le polycopier. Donc, c'est le genre de truc que je vais donner, mais c'est bien si vous le savez, hein, c'est que vous avez compris un peu plus. Donc, je vous rappelle, en mécanique classique, c'est quoi la formule de transformation? C'est x égale x' plus v vitesse d'entraînement fois t. Donc, bon, le t, on ne fait pas la différence en mécanique classique avec t'. Ça vous permet de vérifier s'il y a un signe plus ou signe moins. Donc, la seule chose qu'on a à retenir, en fait, pour cette formule-là, c'est qu'il y a un gamma devant en relativité.
Donc il n'y a pas vraiment besoin de l'apprendre par cœur. Donc ici, c'est en relativité, on l'écrit bêta E fois C, ce qui fait en fait VE, hein, c'est la même chose. Ça a l'air plus compliqué, mais pourquoi on l'écrit comme ça? Parce qu'en relativité, c'est CT' qui a la même dimension que X, et dans les quadrivecteurs, tout doit être homogène. Bon, X' plus bêta E, CT'. Et puis c'est pareil, dx, donc bien sûr, je différencie tout, bêta E, c'est dt'. Bon, je fais pareil pour CT, c'est une équation qui a exactement la même tête. J'ai un gamma devant le premier terme. Le terme CT, CT', vous voyez, ils sont toujours le CT' arrive toujours en face de CT. Le dx' arrive toujours en face de dx. C'est le premier terme. Ils sont analogues. Plus bêta E fois x'. Et puis pareil ici. Alors, des fois je mets le E, des fois pas. Ça dépend s'il y a une ambiguïté. Alors, comme j'ai mis un E quelque part, je rajoute partout. Bon, ça ne change rien. Le seul cas où il faut faire attention, c'est quand vous avez, par exemple, vous décrivez une particule qui a une certaine vitesse dans un référentiel, vous voulez avoir cette vitesse dans un autre référentiel, bah tiens, c'est le cas, mais on ne va pas s'en servir explicitement du gamma correspondant. Hein. Ici, on pourrait ne pas le mettre. Ok, donc, à partir de là, je pense que vous avez tous écrit Vx égale dx sur dt. Et donc, vous avez juste à diviser la deuxième équation par la quatrième. Donc, ça fait 1 sur C fois, je vois que les gamma E se simplifient, et je recopie bêtement tout ce que je vois, dx' plus bêta E C dt' au numérateur, et au dénominateur, C dt' plus bêta E dx'. Voilà. Maintenant, je divise en haut et en bas par dt'. Ça nous fait, bon, je garde le 1 sur C pour l'instant, fois, je divise par dt'. Dx' sur dt', ça fait bien sûr V'x, plus bêta E fois C. Ben, bêta E fois C, ça s'appelle VE. Dénominateur, je divise par dt', ça fait C, plus bêta E fois dx'. Ben, bêta E, c'est VE sur C, fois, ben, j'ai divisé par dx', donc il reste juste ça. Bon, qu'est-ce que ça fait encore? Je vais... Ouais, je me suis gouré? Ah, j'ai divisé par dt', merci. Pas par dx', par dt'. Donc en dessous, j'ai aussi le V'x. Voilà. Oui, c'est gamma E sur C, merci. Je ne suis pas là. C fois. Voilà. Donc maintenant, je peux simplifier par C. Ça fait V'x plus VE sur 1 plus VE, V'x sur C carré. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve bien sûr le cas de la transformation de Galilée. Hein, c'est le tout début du cours. Transformation de Galilée, on tombe tout de suite sur Vx égale V'x plus vitesse d'entraînement. Eh ben, en relativité, ce n'est pas tout à fait vrai. Si VE et V'x ne sont pas négligeables devant la vitesse de la lumière, eh bien, le dénominateur il n'est pas tout à fait égal à 1. Voilà. Donc, puis on a vérifié dans le cours que c'est bien cette formule-là qui permet de garder la vitesse de la lumière invariante par changement de référentiel. Donc moi j'ai montré ça directement par les quadrivecteurs, j'ai obtenu toutes les formules de transformation en même temps. Voilà. Cas particulier à partir des transformations de Lorentz. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je vais écrire ce que j'ai fait hein, pour ceux qui ne voient pas, sinon vous me reposez la question. Là j'ai divisé par dt', en haut et en bas, et ici j'ai divisé par C, en haut et en bas. Ok, alors on passe donc à un choc de type relativiste, l'effet Compton. Donc, il y a un certain monsieur Compton qui a fait l'expérience suivante. Il a bombardé avec des rayons X
Alors les rayons X, c'est quoi? C'est de la lumière, hein, c'est les photons qui ont une longueur d'onde de l'ordre de 10 puissance moins 10 mètres, 10 puissance moins 9. Bon. Ces photons, on sait en relativité qu'ils ont une certaine impulsion, une certaine quantité de mouvement, hein, qui vaut E sur C. Donc ces rayons X, il les a fait arriver sur des électrons qu'on va considérer comme libres. Alors c'est toujours relatif, en fait il a pris des électrons dans du graphite. Dans le graphite, les électrons ne sont pas tout à fait libres puisqu'ils sont sur des atomes de carbone. Hein. Dans le graphite, quand même, le graphite est conducteur. Hein. Donc il y a des électrons dits libres au sens des conducteurs, en fait ils ne sont pas tout à fait libres, mais l'énergie des rayons X est très grande devant l'énergie d'interaction avec les atomes. Hein. Donc on peut considérer que les électrons sont quasiment libres, hein, puisque l'énergie qu'il faut leur apporter pour les éjecter des atomes est très faible devant l'énergie des rayons X qui arrivent. Donc ça, c'est un électron de masse m. Comme il n'y a qu'une masse, je n'ai pas besoin de mettre m indice E comme électron. Les photons n'ont pas de masse. Hein. Donc ça, c'est l'état avant le choc. Bon, après le choc, eh bien, vous avez un électron qui, par rapport à la direction du photon incident, vous avez un électron qui part dans une certaine direction. Voilà. Donc avec une vitesse VE puis une quantité de mouvement PE. Et puis vous avez un photon qui est dévié de sa ligne initiale, de sa trajectoire, de sa direction initiale. Et ce photon diffusé, il a une quantité de mouvement P'. Voilà. Alors si je veux mettre les énergies, voilà, je vais appeler par exemple E l'énergie initiale du photon. Après le choc, je vais l'appeler aussi E'. Et puis pour l'électron, l'énergie de l'électron, je vais l'appeler E indice E. Alors pour résoudre cet exercice, c'est un exercice de collision. Bon, c'est le premier qu'on fait, je pense qu'on va en faire 3 ou 4. Hein, pour que vous voyez bien ce qu'il y a de commun dans tous ces exercices. Alors, je vous rappelle quelque chose sur un résultat du dernier cours. Je vous rappelle le quadrivecteur, l'expression du quadrivecteur quantité de mouvement, énergie ou impulsion énergie. C'est P, E sur C, avec P qui vaut gamma mv. Bon, et E sur C, je vous ai dit, tiens, E c'est gamma mc carré. Donc E sur C, c'est aussi gamma mc. Hein, je vous donne différentes expressions. Gamma m, c'est E sur C carré. Donc on peut aussi écrire E sur C carré fois vecteur vitesse. Et puis ici, allez, je laisse E sur C. Voilà, c'est 3 fois le même quadrivecteur. Alors quel est l'avantage de la dernière expression? Ça c'est général, ça s'applique même pour les photons. Pourquoi les deux autres ne peuvent pas s'appliquer aux photons? Voilà, parce que pas de masse pour le photon. Par contre, la dernière, elle est valable pour les photons et pour toutes les autres particules. Masse nulle ou pas. Bon, alors, deux résultats importants pour tous ces problèmes de collision. Alors, premier résultat, il y a un truc qui vient déjà de la mécanique classique. Hein, deux choses à savoir. Je mets résultat important. Propriété importante. Propriété. On a postulé, on a admis que, comme en mécanique classique, la quantité de mouvement totale d'un système de particules est conservée. Donc, c'est le vecteur quantité de mouvement qui est conservé, c'est-à-dire constant au cours du temps, pour un système qui est isolé. Constant, entre parenthèses, au cours du temps, pour un système isolé. Voilà. Alors ça, on va s'en servir tout de suite, puisque le système photon-électron, c'est un système isolé. On n'est pas en train de décrire les interactions du système photon-électron avec le reste de l'univers. Oui? Le vecteur P est constant pour un système isolé.
Ça, c'est la mécanique classique qui le dit déjà. Alors, je vous rappelle que dans le dernier cours, qu'est-ce que j'ai dit? En relativité, P c'est gamma mv, ça correspond aux 3 premières composantes du quadrivecteur, impulsion énergie. Comme c'est un quadrivecteur, ça veut dire que si ça c'est constant, bah, inévitablement le dernier terme doit être constant aussi, puisque ces termes-là se combinent quand on passe d'un référentiel à l'autre. Ça veut dire qu'en relativité, une conséquence de cette constance-là, c'est que l'énergie est aussi constante, ce qu'on admet d'ailleurs en mécanique classique. C'est ce qu'on va utiliser aussi. Donc ici, E, pareil, est constante pour un système isolé. L'énergie totale d'un système isolé ne change pas au cours du temps. Et pour E, je pourrais dire d'ailleurs par construction de la quantité énergie, elle est fabriquée pour, que ce soit en mécanique classique ou en mécanique relativiste, E est faite pour, est étudiée pour que ça reste constant quand le système est isolé. Bon, autre propriété des composantes de ce vecteur-là, quand on change de référentiel, qu'est-ce qui se passe? Ben attention, même en mécanique classique, la quantité de mouvement n'est pas invariante par changement de référentiel. Par exemple, voilà, je prends ce tournevis de compétition. Donc ce tournevis, si je l'envoie comme ça vers la vitre, il a une certaine quantité de mouvement dans mon référentiel, dans le référentiel de la classe. Mais si je me place dans le référentiel du tournevis lui-même, c'est quoi sa quantité de mouvement? 0, puisque sa vitesse est nulle. Donc attention, la quantité de mouvement, c'est une grandeur qui est conservée, c'est-à-dire que ça n'évolue pas au cours du temps, mais par contre, ce n'est pas une grandeur invariante par changement de référentiel. Par contre, qu'est-ce qui est invariant? J'ai montré que, puisque cet ensemble, ces quantités-là, ça correspond à des quadrivecteurs, ce qui est invariant, c'est la norme du quadrivecteur. Comme dans l'espace à 3 dimensions, vous faites une rotation dans l'espace ou une translation dans l'espace, la norme des vecteurs reste constante. Eh bien, l'avantage d'écrire les choses avec des quadrivecteurs, c'est que la norme des quadrivecteurs doit toujours rester la même, quel que soit le référentiel. Donc, qu'est-ce qui est invariant? Je le rajoute. P carré, la norme carrée, ou la norme, pareil, est invariante. Voilà. Donc, dans les problèmes de collision, on utilise soit ça, soit les deux. Donc, P carré est invariante. Eh bien, d'ailleurs, vous voyez, si on regarde ça, on avait calculé P carré dans le cours. Alors, je vous l'ai fait faire à la main, c'est-à-dire, je vous ai fait calculer gamma carré M2C2 moins gamma carré M2V2. Qu'est-ce qu'on a trouvé pour la norme carré? M carré C2. Ah, pardon, j'ai compris. D'accord, j'ai compris C4. Bon, très bien. M2, C2. Alors, maintenant que je vous ai rappelé que la norme carrée était forcément invariante, pourquoi est-ce qu'on aurait pu donner directement ce résultat-là sans calcul? Dans le cours, je répète, je vous ai fait calculer explicitement ça au carré moins ça au carré. Qu'est-ce que ça veut dire que la norme carrée est invariante? Ça veut dire que je peux la calculer dans n'importe quel référentiel. Quel est le référentiel dans lequel ce quadrivecteur est le plus simple à écrire? C'est le référentiel dans lequel la particule est immobile. Or, dans le référentiel, ne l'écrivez pas, c'est juste un petit truc intermédiaire. Dans le référentiel dans lequel la particule est immobile, P, ses composantes, c'est quoi? 0 et gamma MC. Mais gamma, pour une particule immobile, ça vaut 1. Donc c'est juste ça. Or, la norme carrée de ce truc-là, c'est tout simple, c'est ça au carré moins ça au carré. Ça fait M2C2. Donc on le voyait, je le mets en marque, dans le référentiel où la particule est au repos. Voilà. Et si vous avez compris le calcul précédent, c'est bon. Dans le référentiel où la particule est au repos. Voilà. Donc, on retrouve de ça de manière évidente. Bon, voilà, on a largement tout ce qu'il faut comme ingrédient. Ça, c'est un petit résumé de tout ce qui nous sert pour les exercices où il y a des collisions, des chocs. C'est ce qu'on fait maintenant. Alors, on attaque. Vous allez écrire, d'une part, la conservation de la quantité de mouvement. Alors là, regardez, c'est simple. Vous écrivez vecteur P. Ça, c'est la quantité de mouvement. Tenez, je mets les vecteurs. Vous écrivez
la quantité de mouvement du photon plus la quantité de mouvement de l'électron, c'est combien au début? 0, ça doit être égal à même chose après. Je vous laisse l'écrire. Ensuite, vous écrivez l'énergie totale de ce qui est à gauche. Bah, j'ai dit, le photon, c'est énergie E. L'énergie de la masse, c'est quoi? Est-ce que c'est 0 en relativité, l'énergie d'une masse qui ne bouge pas? C'est mc carré. mc2, c'est l'énergie au repos des particules. Donc ça, E plus mc carré égale, puis vous écrivez le même genre de truc à droite. Et puis après, ben, on essaye d'éliminer tout ce qui ne nous intéresse pas, à savoir ce qui concerne l'électron. Bon, alors, au début, c'est un truc évident. Alors, Mathieu, le I à droite, qu'est-ce que j'écris? Qu'est-ce que j'écris? Après le choc, c'est qu'est-ce que je dois écrire? Conservation de la quantité de mouvement. P' plus PE. Voilà, c'est des vecteurs, hein, a priori. Bon. Conservation de l'énergie totale. Voilà. Alors maintenant, il faut simplifier. Alors pour simplifier, il vaut mieux faire les choses astucieusement, bien sûr, et il faudrait utiliser une des relations que je viens d'écrire, c'est ce qui concerne la norme carrée des quadrivecteurs impulsion-énergie, c'est-à-dire il y a une relation qui découle directement de ça, que j'ai démontré dans le cours. J'ai écrit E2 égale P2C2 plus M2C4. Voilà. Donc, il faut penser à se servir de ça. Ça vient directement de la norme du quadrivecteur, la norme carrée du quadrivecteur impulsion-énergie. Il faut se rappeler que, puisqu'on veut éliminer tout ce qui est quantité de mouvement, pour les photons, qu'est-ce qu'on peut dire de P en norme? En norme, P, c'est égal à quoi pour un photon? Ben, en fonction de l'énergie. Le lien entre la quantité de mouvement et l'énergie d'un photon. Regardez cette relation-là. Regardez cette relation. Qu'est-ce qu'on fait pour M? Pour un photon, M égale 0. Qu'est-ce qui reste? P égale E sur C. P égale E sur C. Et évidemment, c'est vrai pour l'état final. Voilà. Donc là, je vous écris les relations qu'on peut avoir à utiliser, qui seraient pas mal d'utiliser. Et pour toutes les particules, vous avez le droit d'écrire ça. C'est toujours vrai. Hein, donc l'idée, c'est d'éliminer PE et EE. Donc je l'écris autrement. Ça fait PE égale P moins P'. Et en dessous, c'est E, énergie d'électron, égale E moins E' plus MC carré. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça et ça pour les éliminer? Regardez ce qui est au tableau, regardez ce qui est souligné notamment. Alors, regardez ce qui est au tableau. Qu'est-ce qui permettrait d'éliminer en même temps la quantité de mouvement et l'énergie de cet électron? Je voudrais les combiner ensemble pour que ça disparaisse, pour qu'il n'y ait plus que des données du problème. Par exemple, la masse de l'électron, c'est une donnée du problème. Comment je peux faire? Quelle est la formule, qui est au tableau d'ailleurs, et qui me permet de combiner la quantité de mouvement et l'énergie de l'électron? Voilà, on va utiliser ça. On va écrire précisément E2 moins P2C2 pour l'électron. Égale ça. Voilà, on se sera débarrassé à la fois de l'énergie et de la quantité de mouvement de l'électron. Et on s'est ramené à une quantité connue, masse de l'électron fois C4. Alors l'électron, d'ailleurs, j'ai noté M, je continue à noter M. Voilà. Alors maintenant, donc il reste à injecter ces expressions-là pour l'énergie et pour la quantité de mouvement. Et il manque un carré. Merci. Voilà. Donc allez-y, maintenant c'est bon, il faut juste être astucieux dans les regroupements et les simplifications. Il y a beaucoup de choses qui se simplifient. Il faut penser à tenir compte des relations particulières pour les photons entre P et E.
entre P' et E'. Et il faut arriver à isoler, ne garder plus que E et E'. On cherche le lien entre E' et E, parce que c'est ça qui se vérifie expérimentalement. Bon, et en fonction de l'angle θ, je ne sais plus s'il y a quelque chose, je ne sais plus si j'ai fait la figure. Θ, c'est l'angle entre la direction finale des photons, leur direction de détection, et la direction dans laquelle ils sont lancés. Donc j'écris le début et puis après, je vous laisse simplifier. Voilà, donc vous avez le premier crochet, vous développez, vous connaissez les identités remarquables. Ça s'applique à la deuxième parenthèse aussi. Simplement, dans la deuxième parenthèse, il y a des vecteurs, donc il y a un produit scalaire qui apparaît au lieu du double produit. Là. Bon, je l'écris en même temps que vous, mais c'est du calcul, vous savez faire aussi bien que moi. C'est vraiment que du calcul, là. Donc je mets ça au carré. Puis vous me dites si je fais des erreurs, ce qui ne manquera peut-être pas. M carré C4. Ensuite, plus 2 fois terme croisé. Ensuite, ici, j'ai moins, donc, P carré plus P' carré moins 2P, P', produit scalaire, égale toujours M2C4. Ok, qu'est-ce qui simplifie tout de suite? Oui. Ah, j'ai oublié un truc. Merci. Qu'est-ce qui simplifie? M2C4, voilà, je souligne. Ne barrez pas dans vos copies, soulignez. Parce que sinon, moi, je ne peux pas savoir s'il y a une erreur, où elle est l'erreur. Quel est le genre d'erreur que vous avez fait? Bon, ensuite, ces termes-là. P2, qu'est-ce que j'ai dit que c'était? Je l'ai juste en dessous. P2, c'est E2 sur C2. Pareil pour P' carré. Donc, ça me permet de simplifier encore. Alors, j'obtiens, je développe le carré qui est là maintenant. Ça fait E2 plus E'2 moins 2E, E'. Les M2C4, ça y est, c'est parti. Plus 2 fois E moins E', MC carré. Moins E2, alors les C2, c'est bon, ils s'en vont. E2 moins E'2, vous vérifiez, parce que bon, je ne suis pas sûr de ne pas faire d'erreur. Ah, il manque le terme en 2pp' c carré. Donc, plus 2, alors pp', c'est E sur C fois E' sur C fois le produit scalaire fois cos θ, puisque pp', P et P' n'ont pas la même direction, et un angle θ entre les deux. Voilà, égal à 0, parce que j'ai simplifié par M2C4. Bon, regardez ce qui se simplifie là-dedans encore. Oui, parce que je les ai enlevés pour E et E', j'ai oublié de les enlever là. Fois C carré. E'. D'ailleurs, ce ne serait pas homogène sinon. Bon, donc ici, ces termes-là se simplifient. Je vais mettre ensemble ce qui est positif. Et je divise par E', à gauche et à droite. Voilà. Vous me dites si vous n'êtes pas arrivé à ça. Donc après, dernière étape, on passe aux longueurs d'onde. Quelle est la relation? Je vous rappelle que là, on est en train de parler de photons. E et E', c'est l'énergie avant et après choc d'un photon. Donc comment passer des énergies aux longueurs d'onde? Programme de terminale.
E égale hc sur lambda. Voilà. Voilà, ce qui est en fait une formule relativiste. Bon, ben, vous remplacez, vous obtenez lambda prime moins lambda. Voilà, donc on le met sous la forme variation de longueur d'onde, c'est ce qui est mesuré, ce qui est facile à mesurer. Vous prenez un spectroscope en sortie de l'appareil et vous détectez en fonction de l'angle θ de diffusion par rapport à l'angle des photons incidents, vous regardez quelle est l'énergie, quelle est la longueur d'onde de ces photons diffusés. Voilà. Et on s'aperçoit, c'est ce que Compton a immédiatement vérifié juste après avoir fait son expérience, que la constante de proportionnalité qui est là, c'est bien une constante. Et voilà, voilà son expression. D'ailleurs, vous pouvez vérifier, comme ça, à titre d'exercice, que c'est bien homogène à une longueur, puisque 1 moins cos θ, c'est un nombre. Donc forcément, on l'appelle longueur d'onde de Compton, parce que c'est forcément homogène à une longueur. Et c'est de l'ordre de 10 puissance moins 12 mètres, à peu près. Donc il s'agit bien, pour voir une différence lambda prime moins lambda, cette différence, elle existe toujours, quel que soit le domaine de rayonnement. Prenez des longueurs d'onde visibles, ça marche aussi. Sauf que longueur d'onde visible, ça veut dire que ça, c'est à peu près 10 puissance, lambda, c'est 10 puissance moins 7 mètres. Si vous faites une différence entre deux longueurs d'onde qui sont de l'ordre de 10 puissance moins 7 mètres, vous n'allez jamais voir une différence qui est de l'ordre de 10 puissance moins 12 mètres. C'est pour ça que pour le voir le mieux possible, il faut prendre des rayons X. Voilà. Donc les rayons X, c'est à partir de 10 puissance en dessous de 10 puissance moins 10 mètres, en gros. Oui. Non, mais ça marche que dans le cas d'un choc avec un électron. Oui. Donc, le N ici, c'est pas... C'est la masse de l'électron, ici. Voilà, c'est la masse de l'électron. Bon, c'est généralisable à une particule qui serait libre. Le plus facile à faire expérimentalement, c'est avec un électron de conduction. C'est bon pour tout le monde, ça? Voilà, le prototype des exercices de type collision en relativité. Alors, on en fait un autre. On l'attaque au moins. Le premier, choc frontal relativiste, le premier de la deuxième page, de la deuxième feuille. Voilà, donc vous avez deux particules identiques. Alors après, donc, on prendra des électrons et positrons, donc de même masse, pour faire l'application numérique. Donc il y en a une qui était initialement immobile, c'est une cible, et puis vous envoyez, vous la bombardez avec des électrons qui ont été accélérés. Ces deux particules vont rester collées ensemble. Elles vont peut-être se transformer en autre chose. Bon, on admet qu'elles restent collées ensemble. Donc, elles vont créer une particule de masse différente, grand M. Alors attention, en mécanique classique, voilà encore un truc surprenant de la relativité. En mécanique classique, on dirait que grand M, c'est forcément quoi? Forcément deux petits M. Bon, on va voir que ce n'est pas le cas. La masse est différente. La masse qu'on récupère est différente, forcément. Parce que la masse est liée à l'énergie de masse. Et on a converti une partie de l'énergie cinétique en énergie de masse. Bon, cette particule de masse grand M, est-ce qu'elle peut rester immobile? Est-ce qu'il est possible qu'elle reste immobile? Et pourquoi pas? Sinon quoi? Ah non, parce que, attention, elle peut avoir une grande masse et son énergie de masse peut très bien compenser, enfin, être égale à l'énergie totale des particules incidentes. Par contre, quelle est l'autre loi de conservation qui interdit l'immobilité de la particule grand M? C'est la quantité de mouvement, conservation de la quantité de mouvement. Si cette masse finale était immobile, la quantité de mouvement du système après le choc, ce serait 0. Or là, ce n'est pas 0. Donc c'est la conservation de l'impulsion, ou la conservation de la quantité de mouvement, qui interdit l'immobilité de cette masse-là. Donc elle avance avec une vitesse V'. Voilà, ça c'est après le choc. Bon, alors essayez d'écrire un petit peu par analogie avec ce qu'on a fait avant, ce qu'on peut écrire comme relation. Je vous réponds, je suis juste pour les notations, si vous avez le droit d'introduire ce que vous voulez, mais il est peut-être intéressant, puisqu'on est en relativité, d'introduire les quantités de mouvement. Je les appelle P et P', bien sûr. Et puis les énergies, mettons que l'énergie de la particule incidente, là, son énergie totale, c'est E, et l'énergie ici, l'énergie totale de la particule de masse grand M, c'est E'. Voilà.
Ça devrait suffire à... La masse est invariante par changement de référentiel, mais quand vous avez une collision, les masses peuvent changer. D'ailleurs, on vous l'a dit, vous avez oublié peut-être, mais dans quelle classe on vous l'a dit ça? En première S. Alors, bon, je sais, vous avez... Le programme est tellement vaste, en fait, vous avez fait toute la physique moderne, toute la physique en un an, quoi, en gros, en première S. Mais en première S, officiellement en tout cas, vous avez les relations du genre E égale mc carré et leur application à l'énergie nucléaire. Et vous avez vu à ce moment-là que la masse des noyaux peut changer quand ils subissent une désintégration radioactive. Voilà. Alors c'est officiellement au programme. Maintenant, bon, je sais bien, j'imagine bien dans quelles conditions c'est fait. Bon, alors, on y va, c'est toujours pareil. Conservation de la quantité de mouvement, c'est-à-dire de l'impulsion. Alors, Aude, qu'est-ce que c'est ici? Voilà. Pas plus simple, puisque cette particule-là ne bouge pas. Pas de quantité de mouvement, il reste que P et P'. Oui? Quand on nous demande de faire la conservation du protégévecteur impulsion-énergie, c'est la conservation de l'énergie, la quantité de mouvement et de l'énergie. On passe pas directement par... J'ai mis conservation du quadrivecteur. Oui, c'est ça, c'est les deux composantes. Alors, en fait, je l'ai écrit parce qu'on peut aussi l'écrire directement comme quadrivecteur, mais je préfère qu'on fasse les calculs comme ça d'abord et puis on verra après. Bon, alors, pour l'énergie, Aude, allez, ça fait? Alors, Aude écrit E égale E'. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Mathieu? Plus mc carré. Cette particule-là, d'accord, en mécanique classique, elle n'a pas d'énergie. Attention, en relativité, il y a bien une énergie de masse au repos, mc carré. Donc, la conservation de l'énergie, c'est E plus mc carré égale E'. C'est bon pour tout le monde? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je vous ai dit recette générale tout à l'heure. Pour essayer de tout éliminer, on écrit des relations dans ce genre-là. E2 moins P2, C2 égale M2, C4. D'accord? Essayez de voir ce que ça donne ici. Qu'est-ce qu'on peut faire de ce genre de relation? Donc on essaie de tout mettre au carré, et puis après on combine. Alors, question ici, pourquoi est-ce qu'on ne rajoute pas ici plus grand M, C carré? Parce que simplement c'est une convention. Moi ce que j'ai appelé E', c'est l'énergie totale de la particule grand M, de masse grand M. De même que grand E, c'est l'énergie totale de la particule de masse petit m qui arrive depuis la gauche. Donc dedans, il y a le terme déjà grand M C carré. Ah non, là vous confondez deux trucs. Ce E là, c'est l'énergie de la particule de gauche, celle qui arrive à toute vitesse depuis la gauche. Le mc carré n'a rien à voir. Mc carré, c'est l'énergie de quoi? C'est l'énergie de cette particule-là, qui ne bouge pas. Dans le E total, il y a... Dans ce E-là, vous pouvez le décomposer en deux si vous avez envie, mais ici c'est complètement inutile. Vous pouvez dire que c'est la somme de son énergie cinétique et de son énergie de masse. Attention, 1,5 de mv carré, c'est faux en relativité. C'est gamma moins 1 mc carré plus mc carré. On n'en a pas besoin, on écrit juste l'énergie totale. Donc recette générale, hein, on fait un peu comme tout à l'heure. On prend l'équation 2, on la met au carré et on retire l'équation 1 au carré. Regardez ce que ça donne. Et vous simplifiez au maximum. Dès que vous voyez dedans un terme du genre E carré moins P2C2 pour une particule donnée, eh bien vous remplacez tout de suite par le M2C4 correspondant. Hein, donc dans le chapitre sur les chocs, il y a une relation à retenir, mais qui sera quand même dans le formulaire, c'est E2 égale P2C2 plus M2C4. Et on l'utilise souvent dans le sens E2 moins P2C2 égale M2C4. C'est ça qui permet de simplifier les équations au maximum. Alors attention, là, P n'est pas égal. Attention, P égale E sur C. Quand est-ce que c'est valable P égale E sur C? Seulement pour un photon. Hein. Seulement pour un photon. Ce n'est pas valable dans le cas général. Pour un photon, c'est la formule générale, vous faites M égale à 0 dedans. Là, vous avez P égale E sur C. Là, il n'y a pas de photon ici. Hein. Par contre, il y a des termes du genre E2 moins P2C2. Alors, oui, quand je dis, pardon, ouais.
Ouais. Ce que je cherche à faire, c'est des termes. C'est les termes. Regardez, hein, parce que je suis allé trop vite. Ce que je cherche à faire, c'est les différences E2 moins P2, C2. Donc en fait, ça, il faut que je multiplie par C2. Donc rajoutez-le. Bon, et c'est d'ailleurs comme ça que c'est la seule façon d'obtenir des choses qui soient homogènes. Hein. E, c'est homogène à PC. Donc E2 moins P2, c'est pas homogène. Alors j'écris le début. Ce qui est au-dessus de la collade, c'est égal à quoi? Grand M carré, c'est 4. Voilà, donc on va en déduire l'expression de grand M en fonction de petit m. Oui. Donc vous essayez de combiner là ce qu'il faut. P carré, C carré, bah oui, je le dis, je ne fais pas. Dans l'exercice d'avant, il y avait un produit scalaire parce que dans l'état final, vous aviez deux particules qui partaient dans deux directions différentes. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'une particule dans l'état final, donc la norme carrée de P, c'est P carré, il n'y a pas de question à se poser, il n'y a pas de direction. Donc, qu'est-ce que ça nous fait? L'envoi, je développe E2 moins P2, C2, plus M carré, C4, plus 2E, MC carré, égale M2, tiens, je l'ai oublié, le 2, hop, C4. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est égal à quoi ça? M2, C4. Voilà, donc ça nous fait 2 fois M2, C4 plus 2E MC carré est égal à grand M2, C4. Bon, je vous laisse finir, on a quasiment le résultat. Le but, c'est d'avoir, pour la prochaine fois, grand M en fonction de gamma et petit m. Voilà, on peut faire apparaître gamma.